Nous allons suivre quand même cette aventure avec... c'est cette image qui m'a provoqué beaucoup parce qu'évidemment, on va présenter un projet qui est à Paris, qui est une rénovation d'un bâtiment de 7 étages avec la paille extérieure. Donc, je demande à Laurent Dandre de se joindre à moi. Mais cette image a été générée évidemment par le AI. Donc, on a fait un exercice pour tout le monde. On a pris une petite phrase qui décrit la présentation et on l'a donnée à un AI qui a produit une image. Ça veut dire que l'image aujourd'hui, quand on parle de la paille externe, en gros, c'est ça. Et on verra par le projet, c'est étonnant, hein? Et on verra que c'est pas tout à fait ça. Parce qu'ici, on est isolé en paille dans cette pièce, mais on ne la voit pas. Merci Laurent. Bonjour, donc je suis Laurent Dandre, référent technique national pour APAV, pour les matériaux biosourcés, géosourcés et le réemploi. Et je suis basé à Valence. Et c'est intéressant de voir l'intelligence artificielle, ce que ça peut donner. Moi j'aime bien l'humain, personnellement. La réglementation aussi, ça va mieux le faire. Donc là, je vais vous présenter un projet que j'ai suivi il y a quelques années, 2021, je crois, à Paris, où on a le bailleur Paris Habitat, qui a eu la volonté, en fait, donc c'est Benoît Cartier, je vais citer son nom, le chargé d'affaires, donc de développer une ITE en paille. Donc, de manière très avant-gardiste, puisque on était avant les règles professionnelles ITE paille, qui ne sont toujours pas sorties, mais qui vont pas tarder un jour. Donc, on a vraiment une volonté d'un maître d'ouvrage, et ça, je le souligne, et j'invite tous les maîtres d'ouvrage à pousser justement les techniques qu'on appelle aujourd'hui innovantes, mais qui sont finalement les techniques courantes de demain, grâce à des projets qui sont avant-gardistes. Donc, j'appuie sur le bouton, voilà. Ça, c'est le sujet avant travaux. Donc, on avait la chance d'avoir une façade arrière, côté cour, donc, avec... on n'avait pas de problème de foncier, ce qui est assez rare à Paris. Et on avait aussi la chance d'avoir une façade presque aveugle, puisque là, ce sont uniquement des fenêtres de salle de bain des logements. Donc, la volonté est d'utiliser la paille, paille qui provenait du bassin d'Île-de-France. Alors, je n'ai pas les chiffres de production de paille en Île-de-France, mais autour d'Île-de-France, je crois qu'on doit dépasser les Alpes-Maritimes en production. Je ne prends pas trop de risques. Les caractéristiques de la paille, bon, vous les connaissez un petit peu, hein, avec un lambda 0,052 watts par mètre Kelvin, qui est une valeur qui demande qu'à être améliorée. Aujourd'hui, on a des sujets un petit peu sur comment déterminer le lambda. Ce n'est pas le sujet du PowerPoint, mais c'est bon de l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire que c'est une valeur par défaut et que dans la réalité, au pire, on isole mieux, en fait. Et donc, on va faire des économies. Un point important, du point de vue du contrôleur technique, c'est la question des techniques courantes et non courantes. Donc, en fait, c'est le contexte assurantiel et non pas réglementaire, j'insiste sur ce point, qui définit le monde fabuleux des techniques courantes, qui s'oppose au monde infini des techniques non courantes ou innovantes. Donc, il faut savoir que ces matériaux qu'on utilise depuis longtemps, hein, le terre-paille, on construisait au néolithique en terre-paille. Aujourd'hui, ça s'appelle des techniques innovantes. Néolithique, innovantes. Chacun y trouvera son petit plaisir de la sémantique et de la linguistique. Toujours est-il qu'on a un monde fini donc, de normes, d'un contexte normatif qui est reconnu par la C2P, la Commission Prévention Produits, qui définit comme technique courante, donc tout ce qui relève des DTU, des règles professionnelles reconnues, etc. Dont la construction paille, telle qu'elle est décrite dans les règles professionnelles qui sont reconnues, justement.
Et puis ensuite, on a tout ce qui est innovant, qui sort justement des techniques courantes. Et en fait, il faut bien avoir à l'esprit qu'on distingue le normatif et le réglementaire par le fait que le réglementaire, c'est la loi, il n'y a pas le choix, il faut y passer, alors que le normatif, finalement, c'est un cadre qui nous aide, mais qu'on peut contourner, moyennant des justificatifs à apporter. Voilà le bouquin, donc les règles professionnelles, la publication de la C2P sur le site de l'AQC. Je vous invite à consulter le site de l'AQC, Agence Qualité Construction, sur lequel vous trouverez plein d'informations passionnantes. Et donc, on va se focaliser sur la solidité. Alors, la solidité, sur un contexte d'ITE paille, c'est d'avoir un non-basculement du mur, déjà, puisqu'on vient apporter un poids important. La paille était enduite, donc on a le bureau d'études structure a vérifié que le mur n'allait pas s'écarter de la façade, voilà, qu'on ait une stabilité globale. Ensuite, il y a la question du maintien des bottes de paille. On va voir deux techniques qui seront présentées. Et puis, il y a la question du ruissellement en façade. Donc voilà, on a mis le doigt sur des points un petit peu de vigilance. Et le contrôleur technique pose les questions qui fâchent pour pousser les intervenants à apporter les solutions, les réponses et donner de la qualité au concept, aux dispositions et à la construction. Parallèlement à ça, on a la question de la sécurité incendie, où là, il n'est plus question de faire de l'analyse de risque, de demander des justificatifs par le calcul. Non, là, la question, c'est il faut que ce soit conforme. Donc, la question, c'est la transmission du feu par les façades. Je n'ai pas précisé, bien sûr, c'est un immeuble d'habitation. Et le contexte entre le chantier et aujourd'hui a un petit peu évolué, parce qu'entre les deux, il y a eu la tour Grenfell à Londres, qui a fait plus de 70 morts et qui a, au niveau européen, un petit peu bouleversé les réglementations de chaque pays. Et aujourd'hui, en France, donc, il y a un arrêté du 7 août 2019 qui nous demande, selon le cas, des justificatifs, notamment de passer par une appréciation de laboratoire. C'est quelque chose qui se fait depuis. J'ai déjà fait des appréciations de laboratoire en ITE paille et ça n'a pas posé de problème particulier. L'intensité sociale sur la construction paille, évidemment, on privilégie la main-d'œuvre humaine locale, ce qui, au niveau économie circulaire, permet d'avoir un retour financier par la dépense que vont occasionner les personnes qui travaillent sur le chantier. Ils vont acheter leurs baguettes au coin de la rue, la TVA revient en local, etc., etc. On est sur de l'économie circulaire. Voilà donc le chantier. Bel échafaudage, la paille stockée, bien évidemment, sur palette. Et puis, les deux techniques. Donc, la première technique, c'est la technique des épines. Donc, on a finalement une poutre verticale qui est spitée par des équerres au mur. Et puis, une lisse inférieure pour reprendre les efforts verticaux. Et les bottes de paille qui sont insérées entre les différentes épines. Des tasseaux qui permettent aussi le maintien de la botte et un enduit final, sachant qu'on a également un encadrement des baies pour éviter les transmissions de feu par les façades. Voilà quelques photos. On a fait des essais en traction sur les chevilles pour s'assurer, parce qu'on a un matériau pierre qu'il faut maîtriser. Voilà, donc là, contrôle de la paille. Bon, après, finalement, on s'inspire énormément des règles professionnelles construction paille. L'écart, c'est le fait qu'on n'est pas sur un mur porteur comme prévu dans les règles pro. Voilà, une intensité sociale, puisqu'on a fait des chantiers participatifs, sous un encadrement, bien sûr. Et la deuxième technique, j'y viens, c'est la technique des bretelles. Alors, je tiens à signaler quand même que cette technique a été mise en œuvre par la volonté du maître d'ouvrage sur justement cette volonté avant-gardiste. Là, j'ai atteint mes limites de contrôleur technique et suite à analyse de risque, on a exclu cette technique du champ de mon contrôle technique. Mon rapport, moi, c'est limité à la technique des épines. Mais encore une fois, je félicite le maître d'ouvrage et l'architecte, donc Landfabrique, Benoît Rougelot notamment, et Édouard Vermès également, d'avoir tenté cette technique également, qui peut-être fera des petits, probablement.
Donc là, les bottes sont maintenues par en fait des feuillards. On va voir les photos, j'avance un petit peu, voilà. Feuillards thermosoudés qui sont splittés, qui sont passés dans des splits avec anneaux. Et donc la botte est maintenue, plaquée au support maçonné. Et la question qui m'a fait chaudement hésiter, en fait, c'est la question du feu et du maintien en place de la botte sous l'effet d'un incendie. Comment est le comportement de la fibre thermosoudée sous l'effet d'un incendie. Donc il y a des questions, des essais à faire. Voilà un petit peu le cadre autour de la menuiserie. Petit comparatif d'énergie grise. Donc on voit un comparatif avec ITE classique où on a finalement le système des épines où on a 3 fois moins d'énergie grise. Et puis on peut descendre à presque 10 fois moins d'énergie grise avec un système de bretelles particulièrement optimisé. Donc on est vraiment, si on développe ça sur des surfaces importantes, on a des gains intéressants. Voilà ce que ça donne avant, pendant, après. Et comme disait Maria, après, on ne voit pas que c'est de la paille. Ce n'est pas du tout la photo de l'intelligence artificielle. Hein. On aperçoit aussi les bavettes de rejet d'eau pour éviter le ruissellement en façade. Et voilà, je vous remercie. J'ai dépassé de 30 secondes. Je dois admettre que j'aime celle-là quand même. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va continuer maintenant aussi dans le même registre et après peut-être on aura plein de questions, on aura plein de réponses peut-être aussi. Oui. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Donc, vous avez exclu du champ de votre contrôle le système de fixation par ces feuillards, mais du coup, ils ont fait comment pour avoir une conformité ou un avis technique ou une assurance? Ils s'en sont sortis comment? Ils ont sûrement négocié avec leur assureur ou alors ils ont pris leurs responsabilités. Et tout un chacun, on peut avoir du libre arbitre, d'accord, et du discernement. Et c'est important même dans notre vie quotidienne. Hein, je suis sûr que vous avez déjà traversé en dehors des clous, mais vous avez bien regardé à droite, à gauche, et vous avez pris vos responsabilités. Ok, intéressant. Je ne peux pas dire mieux. En tout cas, moi, j'ai pris les miennes, personnelles et au sein de mon organisme. Hein, j'ai pas souhaité accompagner sur cette partie-là. Mais encore une fois, demain, il y a des possibilités. On est là pour avancer. Ok. Merci beaucoup, Laurent. Merci. C'est tout. Hein. Ah, il y en a encore une. Bon, on a peu de temps, mais vas-y. Pour dire que... Je reprends la parole, excusez-moi. J'entends parler de responsabilité, ok. Juste 30 secondes, c'est que votre responsabilité, elle repose sur votre niveau de compétence. J'ai rien à ajouter. Oui. De même que l'analyse de risque, on travaille beaucoup en contrôle technique sur l'analyse de risque, notamment lorsqu'on sort des techniques courantes. Et cette analyse de risque, elle est très personnelle et elle est fonction de l'expérience, de la personnalité, de la psychologie du contrôleur technique et aussi, bien sûr, de l'organisation de l'entreprise de contrôle technique. C'est-à-dire que on a, par exemple, moi je suis référent national pour les matériaux biosourcés et géosourcés. Je viens en aide aux collègues CTC, donc contrôleurs techniques généralistes, qui feraient appel à mes compétences pour l'accompagner. Et sous le nombre de sollicitations, on a même aujourd'hui développé un réseau de référents régionaux pour justement accompagner, aider les ingénieurs généralistes qui n'ont pas forcément l'expérience qui leur permette de faire la bonne analyse de risque. Donc aujourd'hui, on les accompagne de cette manière. Mais évidemment, c'est très personnel. Est-ce que tu peux dire une seconde, c'est quoi la PAV pour ceux qui ne le savent pas? Alors, APAV, c'est un bureau de contrôle comme d'autres. J'ai vu quelqu'un avec une veste Alp Control, voilà.
Donc, on est plusieurs, il y a plusieurs bureaux de contrôle. Donc, nos missions, si je vais vraiment sur la partie bâtiment, consistent, donc c'est encadré par la loi Spinetta et décrit dans une norme, la NFP 0300, si vous voulez prendre des notes. Et donc, le contrôle technique est encadré. On a une partie conception. Le sous-titre de la mission, c'est la prévention des aléas techniques. C'est ça qui est important, prévention. Donc prévention, ça se passe en amont, ça se passe en conception. 50% du boulot, c'est la conception. Notamment en cas de techniques non courantes, où on va demander des essais sur prototypes, des justifications particulières, des retours d'expérience, etc., etc. Tout élément tangible et probant, on est preneur, parce que c'est ça qui va nous aider à forger notre analyse de risque et notre opinion finale. Donc, contrôle en conception, émission d'un rapport qui s'appelle le RICT, rapport initial de contrôle technique. Ensuite, étude des documents d'exécution, visite sur le chantier pour dégager, aller voir les points cruciaux, les points de vigilance qu'on avait déjà identifiés en phase conception. Et puis ensuite, émission d'un rapport final. Et dans le cas des ERP, l'émission d'un rapport de vérification qui va être le support de la commission de sécurité en vue de l'ouverture de l'ERP, donc établissement recevant du public. En 2 mots. Merci beaucoup. Merci Laurent.